Deux événements marquants l'ont transformé. Le meurtre crapuleux de Joe Rose en 1989 et la descente du Sex Garage en 1990. Il a cofondé Fierté Montréal et plus récemment le Carré Rose. Il s'est impliqué dans plusieurs autres organismes de défense des droits des personnes, de la diversité sexuelle et de genre. Militant de l'ombre, des coulisses, comme il le dit lui-même, Louis-Alain Robitaille ne cherche pas la lumière. En fait, il la cherche, mais pas pour lui, pour ses communautés. Bienvenue à Affirmation, une série d'entretiens avec des personnes de la diversité sexuelle et de genre. Bonjour Louis-Alain. Bonjour. Alors, tu es venu au monde à Sorel dans les années, fin des années 60. On ne dira pas la date, on va rester coquet. Tu as grandi à Drummondville dans les années 60-80. Comment décrirais-tu cette enfance? Je suis extrêmement chanceux d'avoir des très, très, très bons parents. Alors, j'ai eu une enfance assez stable. Je pense que quand on est gay, dès notre jeune âge, on sent déjà qu'on est un peu différent. Je comprenais pas cette différence-là. Mm-hmm. Donc, je savais pas trop ce qui m'arrivait. Mais en gros, j'ai eu une enfance assez heureuse. Évidemment, là, jusqu'à un événement malheureux à l'âge de 13 ans où j'ai été abusé sexuellement par un prêtre catholique. Oui, on va y retourner à ça parce que c'est important, c'est un événement tournant dans ta vie. Oui. Tu rêvais de devenir missionnaire, en fait. Hein? Qu'est-ce qui t'attirait vers ce chemin? Bon, dès mon jeune âge, il y avait des religieux dans ma famille et j'étais fasciné par les gens qui partaient en Afrique pour aider les pauvres. J'avais entendu des histoires qu'ils racontaient de leurs propres expériences. Et j'ai été complètement fasciné. Dès l'âge de 5-6 ans, c'est ça que je voulais faire dans la vie. Je voulais devenir missionnaire en Afrique. Donc, une enfance heureuse, et puis t'étais intéressé par, du moins, l'institution, l'Église, la religion. Et là, c'est là que c'était un point tournant. Abus sexuel d'un prêtre catholique, ça, c'était en 1982. Raconte ce que tu peux raconter, mais surtout l'impact que ça a eu dans ta vie. Bon, je ne rentrerai pas dans les détails de l'agression en tant que telle. Elle s'est terminée par c'est sa secrétaire qui est rentrée dans le bureau. Alors, quand il a entendu la porte fermée, il n'avait pas fini avec moi, mais c'est l'arrivée de cette secrétaire-là qui a fini le party pour lui. Évidemment, moi, j'ai été traumatisé complètement. Ça l'a... pour un enfant qui pense devenir... T'avais quel âge, là? J'avais 13 ans. Quand même. Alors, pour devenir... Tu sais, quand tu as pensé toute ta vie, moi, j'étais très, très fasciné par tout le fait religieux. Hein. Dans ce temps-là, le Québec était encore assez plongé dedans. Et j'avais ma parenté, surtout du côté de ma mère, là, c'était très pratiquant. Alors... je me souviens, le prêtre m'avait dit, ma grand-mère le connaissait, et m'avait dit à l'époque, si tu en parles à ta grand-mère, ça va la tuer. Ah, mon Dieu, victimiser la victime. Oui. Alors, c'est sûr que je l'avais pris au sérieux, je l'avais cru, et ça a pris près de 40 ans là, avant que j'en parle à qui que ce soit de cette agression-là. Ça a eu un impact, donc, sur ta foi. J'imagine que ça a joué aussi sur ta croyance ou ta foi religieuse. C'est à partir de ce moment-là que un peu tout s'est mis à dégringoler jusqu'à ce que, je dirais, au début vingtaine, je suis devenu athée, carrément. Là, j'ai fini par... Je savais pas c'était quoi l'athéisme. Ouais. À ce moment-là, je pensais pas que c'était possible de pas croire en Dieu. Et c'est sûr que ça a enclenché plusieurs réflexions, disons, là, qui ont fait que j'ai réalisé finalement là, que au final, les religions at large, j'en aime pas une ou j'en déteste pas une plus que l'autre. Sont un peu le moteur de l'homophobie et provoquent sont le moteur de la haine et de la division. Est-ce que cette agression-là, est-ce que ça a aussi causé une espèce d'homophobie intériorisée, une haine de soi? Parce que tu sais déjà que tu te posais des questions sur ton identité sexuelle ou ton orientation sexuelle et t'as ça qui arrive. Est-ce que ça a joué dans ta vie? Je dirais
Non, parce que j'étais très conscient que c'était un agresseur. Alors, c'est pas venu jouer dans mon acceptation de moi-même. Okay. Moi, j'ai fait un coming out assez tard. Là. Je suis arrivé dans le milieu gay à Montréal à l'âge de 21 ans. Et ma mère l'a su seulement 5 ans plus tard. Là. Ça a pris... Donc, j'avais 26 ans quand vraiment tout le monde autour de moi savait là, que j'étais gay. Je reviens à cette agression. Est-ce qu'il y a eu des suites? Est-ce qu'il y a eu une plainte contre ce curé? Est-ce que ta famille t'a appuyé là-dedans? Bon, bien évidemment, ma mère l'a appris il y a seulement quelques années. Ah, wow, OK. Oui. T'as gardé ça secret? Oui, c'était même mon conjoint avec qui j'ai été 20 ans l'a appris vers la fin de notre relation. Ça a pris... j'en avais jamais parlé à personne. Et qu'est-ce qui te retenait? Je sais pas quoi. La honte? Je sais pas quoi. Au début, c'était la honte, c'est sûr. Ouais. Le fait de penser que c'était de ma faute. Oui. Tu sais, il m'avait convaincu que c'était de ma faute si c'était arrivé. Et ça tu mets ça comme dans un petit tiroir dans ta tête, puis tu essaies de l'oublier le plus possible. Fait que, puis vraiment pas, moi, je suis pas un genre qui se victimise. Là, donc, j'avais pas le goût de jouer à la victime. Je trouvais que ça n'aidait personne d'entendre parler de ça. Wow. Alors, mais évidemment, dans une vie amoureuse, ça laisse quand même des séquelles pour le reste de ta vie. Hein. Et ça affecte ta vie sexuelle même pour le reste de ta vie. Tu sais, j'ai encore du mal aujourd'hui. J'aurais de la difficulté à avoir un conjoint plus âgé que moi. Ça m'a suivi toute ma vie. Tu sais, j'ai eu comme j'ai été abusé par un homme plus vieux que moi. Ça laisse un trauma. Alors, ce trauma-là est encore là aujourd'hui. Oh. Alors, c'est quand même toute une marque de résilience d'avoir réussi à passer au travers, même si ça a pris tout ce temps-là. Ah, c'est clair. C'est clair que à quelque part, ça a été libérateur de finalement en parler. Et comment tu t'es arrivé à ce point? Est-ce que tu as eu de l'aide? C'est beaucoup... il y a un reportage en particulier là, qui avait été... Il y a plusieurs reportages qui ont été faits sur les pédophiles dans l'Église catholique, dont un qui est Mea Maxima Culpa Aus... c'est quoi donc? C'est pas sur les agressions qu'il y avait eu à Terre-Neuve, ça? Oui, en fait, c'est vraiment... Là, ça parle de plusieurs prêtres pédophiles, puis qu'il y en a plusieurs milliers dans l'Église catholique présentement encore, qui sont protégés par l'Église au lieu d'être portés en justice. Et après avoir vu ce reportage-là, c'est là que j'ai fait, bon, il faut que j'arrête... Il y a des millions de victimes qui en ont jamais parlé. Si personne n'en parle, on ne saura pas l'ampleur, parce que les gens diminuent ce phénomène-là. Ils disent, bon, c'est pas si pire, c'est juste une minorité, alors que la minorité, là, c'est plusieurs milliers de prêtres pédophiles sur la planète qui sont déplacés puis qui font des nouvelles victimes dans des nouvelles villes. Alors, c'est important qu'on en parle. C'est important que les victimes sortent de l'ombre. Et surtout... Tu es une personne qui est capable de parler, tu es une personne bien en vue dans nos communautés. Fait que c'est sûr que ça ajoute la crédibilité aussi pour ceux et celles qui auraient peut-être plus de difficultés à en parler. Certainement. Et j'aime beaucoup, c'est la question que j'appelle la question qui tue. Alors, comment as-tu découvert que tu étais attiré par les hommes? Oh, ça a commencé assez tôt. C'est sûr que c'est arrivé avec la puberté. Oui. Au début, j'en ai... ça n'a pas été évident. Ça m'a pris plusieurs années à l'accepter. Tu sais, ça a pris j'ai joué au straight, là, j'ai eu des blondes pendant toute mon adolescence. Parce que tu t'acceptais pas? Est-ce que c'était un peu en relation avec l'agression aussi, peut-être? Non, c'était pas en relation avec l'agression, c'était plutôt en relation avec mon entourage, la peur de... Tu sais, j'étais quelqu'un qui était outgoing, vraiment, comme je le suis encore aujourd'hui. Là, tu sais, j'ai toujours été entouré de beaucoup de monde. Et j'avais peur que tout mon cercle d'amis... c'était tellement mal vu, hein, encore à l'époque. Il n'y avait pas de gays à cette époque-là. On ne voyait pas de gays dans les commerciaux. On voyait pas... Il n'y avait que des gays à Montréal. Et c'est ça. Donc, moi, j'étais... dans ma tête, là, j'étais convaincu que des jeunes gays de mon âge, ça n'existait pas.
que j'étais le seul et que les gays, c'était des vieilles matantes, entre guillemets, très efféminées, et que c'était, même ça, c'était plutôt rare. Moi, j'en avais pas dans ma famille du tout, ni de aucune des deux parentés. Alors, je me sentais seul au monde, puis c'était un secret que je croyais que j'allais conserver toute ma vie. Wow! Alors, en 1988, tu as 21 ans, tu déménages à Montréal. C'était quoi l'objectif de déménager à Montréal? Comment que ça s'est passé? C'est que je suis allé visiter une amie à Valleyfield. Et en revenant, j'avais un couple d'amis straight ici à Montréal où je venais les visiter puis j'allais coucher s'ils étaient là. Mais ils ont déménagé. C'était le 1er juillet. Et dans ce temps-là, ça fait pas si longtemps, mais les choses ont tellement changé. Ben, la déconnexion et la reconnexion du téléphone prenaient 24 à 48 heures. Alors, quand je suis arrivé à Montréal, je suis pas arrivé à les rejoindre. C'était un vendredi soir. Et dans l'auto, en venant de Valleyfield à Montréal, c'est pas si long, je me suis dit, ça y est, ce soir, si je les rejoins pas, je sors dans un bar gay. Alors, je suis arrivé à Montréal, j'avais aucune idée d'aucun bar où aucun bar se situait. Alors, je conduisais un peu dans le néant au centre-ville et je passais à côté du Corée Saint-Louis et j'ai vu un homme qui paraissait gay avec des pantalons blancs serrés. Voilà, tu sais, le cliché. Il avait l'air gay, oui, comme on dit. Moi, j'avais juste 21 ans, je conduisais un autosport. Alors, j'arrête sur le trottoir puis je lui demande, j'avais déjà entendu parler du garage. Alors, je lui ai demandé s'il savait où était le bar, le garage. Et il m'a dit non, mais je peux te dire, oui, les jeunes se tiennent maintenant au sécurité maximum. Et il dit, c'est au coin de Sainte-Catherine, Saint-Hubert. Et moi, je réponds, moi, je connaissais vraiment pas Montréal. Là. J'aurais pu me perdre, même si j'étais si proche. Ouais. J'aurais pu me perdre. J'ai dit, est-ce que tu t'en vas dans ce coin-là? Il dit, oui. Je dis, monte. Alors, il est monté dans mon auto. Il était très, très, très correct. On est arrivé au coin de Saint-Hubert, Sainte-Catherine. Il est descendu, puis il s'en allait à Boîte-en-Haut. Et moi, je suis rentré au sécurité maximum et ça a été une révélation dans ma vie. J'arrive dans un bar et il y a 1500 gays de mon âge. Et ça, j'étais complètement dépassé par cette... Tu n'étais plus seul au monde. Non seulement non seul au monde, mais c'était des gars de mon âge. Moi, dans ma tête, il n'y en avait pas de gays de mon âge. J'étais une exception. Alors, quand j'ai réalisé qu'il y avait tout un monde que je ne connaissais pas, 30 jours plus tard, j'étais déménagé à Montréal. OK, ça... Donc, tu prends des décisions rapides, si je comprends bien. Oui, je patine vite. C'est à cette époque, donc, que tu as rencontré Joe Rose. Oui. C'était qui, Joe Rose? Joe Rose, c'est un militant exceptionnel. C'est un homme qui avait un courage sans limite. C'est un gars qui était, à l'époque, on est en pleine vague du sida, c'est l'été 88. À cette époque-là, les gars qui étaient séropositifs étaient in the closet par rapport à ça dans leur propre communauté. Alors, il y avait plein de gars séropositifs qui le disaient même pas à leurs amis proches. C'était un secret, là. C'était tellement... épouvantable d'avoir le sida dans ces années-là que On en mourait carrément. On en mourait et plusieurs ne le disaient même pas à leur cercle d'amis, à leur famille. C'était caché. Joe Rose, lui, était complètement le contraire. Il s'était fait des t-shirts « Person living with AIDS », les cheveux roses, militant, vraiment de la première ligne. Là, et c'est une personne qui a eu une influence immense sur moi. C'est vraiment... je lui dois tout mon militantisme. Malheureusement, tout ce courage-là lui a coûté sa vie. Ouais. Il a été attaqué dans un autobus, il s'est fait poignarder à mort. Et ça m'a vraiment... C'est arrivé pas longtemps, parce qu'un an après que tu l'aies connu, ça dans la première année que j'étais à Montréal, au point où, moi, quand cette tragédie-là est arrivée, je suis retourné, je suis reparti de Montréal pendant 6 mois. J'ai passé un été au complet dans le Vieux-Québec avec des amis. En me disant que Montréal était peut-être trop flayé, trop violent pour moi. Trop violent. Ouais. Pour rappeler, pour ceux qui ne savent pas, Joe Rose a été assassiné. Donc, il était dans un autobus. Il a été attaqué par des jeunes homophobes. Ils l'ont assassiné. Il est mort et on l'a retrouvé lorsque l'autobus s'est arrêté au métro Frontenac.
ici, et là, on a trouvé l'homme mort sur le En fait, il s'est fait poignarder en arrivant au métro. En arrivant au métro. Oui, à travers le siège sur lequel il était assis. Fait qu'ils l'ont laissé là. En fait, la chauffeuse d'autobus a assisté à tout ça. Ils l'ont poignardé, ils sont sortis. Il n'est pas mort sur le coup, mais il est mort rapidement au bout de son sang dans l'autobus. Wow. Ouais. Quelle horreur. Alors, moi, j'ai appris ça dans les journaux le lendemain matin. Et ça a eu un impact immense. Là. Je me souviens avoir pleuré pendant plusieurs jours. Wow. Alors, tu as quitté pour aller à Québec pendant quelques temps. Qu'est-ce qui t'a ramené à Montréal? Un ami qui s'en venait faire son bac à Montréal m'a dit... moi, pendant tout cet été-là, ça brassait beaucoup à l'intérieur. Je me disais, à quelque part, en ne suivant pas ses traces, je laisse ses agresseurs gagner. En ayant peur, c'est ça que les agresseurs voulaient. C'est qu'on ait peur. Ouais. Qu'on ait peur d'être nous-mêmes. Puis il y a eu des manifestations. Là, Oui, il y en a eu plusieurs. Mais moi, j'étais complètement détaché. Là, j'étais rendu à Québec dans une petite ville beaucoup plus tranquille. Et j'ai décidé, cet ami-là, j'ai décidé de le suivre et de devenir son coloc. Là, donc, en septembre ou septembre 1989, je suis revenu à Montréal et je suis revenu avec l'intention de vraiment d'arrêter d'avoir peur et non seulement d'arrêter d'avoir peur, de suivre les traces de Joe et de devenir un militant à Montréal. Qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là? Tout de suite, j'ai commencé à travailler j'ai travaillé dans toutes les grandes, dans tous les bars gays de l'époque. Je suis devenu gérant du Unity, je suis devenu gérant du Sky, qui étaient les deux plus gros bars gays au pays. Mm-hmm. Qui n'ont jamais été dépassés, en fait. Il n'y a jamais eu des aussi gros bars gays là, que le Unity, le Sky, le Cox à l'époque. C'était tous des bars qu'il n'y avait pas d'équivalent. Dans le reste du Canada, on avait des soirées gays dans des bars hétéros qui étaient dans des aussi gros espaces. Mais des bars gays à temps plein de cette ampleur-là, il n'y en a pas eu d'autres au Canada là, à ce jour. Et surtout que maintenant, les gens sont plus peut-être sur leurs applications de téléphone pour se rencontrer, moins dans les bars. Alors Oui, c'est sûr que ça a tué notre nightlife. Donc, tu t'es impliqué au niveau des bars parce que c'était vraiment là où la vie gay se passait. Oui, c'était nos églises. Hein? Ouais. C'est là qu'on se rencontrait. C'est là que M. Hendrix disait, tu sais, on sortait... Michael Hendrix. Oui, on disait, on sortait. La raison principale pour qu'on sortait, c'était pour avoir du fun puis de rire comme des fous toute la soirée. Et si on rencontrait quelqu'un, ben tant mieux. Mais c'était pas la raison pour laquelle on sortait. On sortait pour se réunir, pour avoir du fun en gang. C'était vraiment l'équivalent pour de l'église paroissiale. Là, sortir le samedi, tout le monde était là. C'était une réunion de bonheur. Mais j'allais dire, c'était ce qu'on appelle maintenant des safe spaces, des espaces bienveillants. Oui. C'était ça, parce qu'on est en sécurité dans les bars. Habituellement, à moins qu'il y ait des descentes de police, ça c'est autre chose. On y arrive à ça, justement. Parce que tu t'es vraiment impliqué aussi après cette manifestation. En fait, il y avait eu le Sex Garage. Il faudrait expliquer un peu ce qui s'est passé au Sex Garage. Bon, le Sex Garage, c'est un party qui a eu lieu dans le Vieux-Montréal, tout près de l'ancien sauna 456 sur de la Gauchetière. Mm-hmm. Et c'était des parties qui étaient lancés et qu'ils faisaient... Il fallait être un petit peu underground pour savoir là, où était le party, puis même pour avoir été invité. Mais à celui-là, la promotion a pris un petit peu trop d'ampleur. Et bon, les gens sont arrivés là, sont rentrés. C'était un party qui était dans le secteur du poste de quartier 25, qui était reconnu pour être très, très homophobe à l'époque. Alors, on est encore là dans les années où il n'y a pas encore de lien tissé entre la communauté et la police. Et les policiers sont arrivés là pour faire une descente. C'était un party, je ne sais pas s'il était illégal au niveau des lois, mais en tout cas, ils sont arrivés pour faire une descente. Et là, les gens sont sortis du bar et ont commencé à faire des runways sur la rue, à un peu... un peu provoqué. Un peu provoqué, si tu veux. Et là, ce qui est vraiment complètement débile, c'est que les policiers, avant de se mettre à attaquer la foule à coups de matraque, puis à faire plein d'arrestations, puis à vraiment être complètement... à agir de façon illégale, ils ont tous retiré leur badge pour pas qu'on puisse voir leur numéro de matricule.
C'est indicatif, hein? C'est vraiment fou, là. Ouais. Alors, c'est sûr que, bon, suite à ça, la communauté gay en avait plein le casque, qu'on va dire, oui. Un autre mot qui commence par C. Oui, d'avoir, de se faire abusé par les forces policières. Et là, il y a eu vraiment, suite à ça, beaucoup de grosses manifestations sur la rue, médiatisées, des kissines, etc. Et moi, ça a été les premières manifestations fortes de mon PEP de Joe Rose. Oui. J'ai décidé de participer pour la première fois, d'aller marcher dans des manifestations au risque de se faire matraquer par la police, parce que il y en a, la première, ça s'est bien passé, mais la deuxième, c'était un kiss-in juste en avant du poste 25 sur la rue Maisonneuve. Et là, j'ai un ami... Stéphane Sucy, qui habite à Toronto maintenant, qui lui-même s'est fait arrêter, là, matraqué par la police et tout, devant les caméras. Moi, je me souviens qu'à ces manifestations-là, quand la caméra de télé passait, je me cachais. Ah. Parce que j'étais encore trop jeune. Là. Moi, ma famille n'était pas encore au courant que j'étais gay. Ah. Alors, je voulais pas que ma mère me voie la face, la prenne en train d'embrasser quelqu'un? Ou de la prenne en me voyant dans une manifestation gay à Montréal. Alors, je savais qu'un jour, ma mère serait au courant, mais je voulais pas qu'elle la prenne de cette façon-là. Alors, je me souviens que je me cachais des caméras encore. Donc, j'avais 22 ans à l'époque. Ça, le sexe-garage, il y a une toile de fond là-dedans, parce qu'il y avait le village qui déménageait, en fait, le quartier inclusif, le quartier gay, est déménagé de l'ouest vers l'est de la ville, donc là où on le sait maintenant. Ouais. Mais il y avait il y avait des meurtres, il y avait une violence épouvantable que subissaient surtout les hommes gays à cette époque-là. Oui. Et donc, cette toile de fond-là n'est pas facile, là, parce qu'on parle d'une quarantaine de personnes déjà à ce moment-là qui avaient été assassinées parce qu'ils étaient gays. Oui, et il y avait même, on sortait dans les bars, là, à l'époque, je me souviens, au Cox, il y avait un poster, et Michael Hendricks était impliqué beaucoup là-dedans. Ah oui, Michael était là-dedans. Beaucoup. Oui. Et il y avait un poster au Cox où tu voyais, je pense qu'il y avait 17 victimes sur le même poster, et la police faisait rien, absolument rien. Et j'ai participé à un podcast avec Radio-Canada et CBC il y a quelques années, où Francis Plourde exposait ça, et il a interrogé le policier qui a fait les enquêtes à l'époque. Et le policier parle encore, parle encore des gays comme des tapettes. Ouais. Alors, ça nous donne une idée. C'est le seul policier qui avait accepté. Personne ne voulait faire l'enquête, carrément. Donc, il n'y avait pas d'enquête du tout qui aurait été faite sur 17 meurtres. Et, puis il y en a eu plus, là. Il y en a eu plus que ça, finalement. Ouais. Et il y a même... on soupçonnait un serial killer. Dans ces meurtres-là, il y a deux hommes straight qui allaient chercher, creuser des gars dans les bars straight puis les tuer après. Alors, il y aurait 3 de ces meurtres-là qui seraient reliés au moins à ces 2 hommes-là. Wow! Quand même. Alors, il n'y a rien qui était fait. Là. Il n'y avait aucune volonté. C'était des gays, donc on n'était pas des citoyens à part entière encore. Alors, je reviens. Tu avais quitté Montréal parce que tu trouvais que c'était trop violent suite à l'assassinat de Joe Rose. Oui. Et là, tu décides, non, là ça va faire, je milite, même si on a des risques. Ah oui. Là, moi, j'étais... c'est sûr que j'aurais pas fait exprès pour me mettre à risque, dans un autobus en pleine nuit, seul, avec une gang un peu comme Joe Rose, ce qui est arrivé à Joe. Mais j'étais déterminé à ne plus avoir peur, à même aller... puis c'est avec le Carré Rose, là, il y a eu beaucoup de... Le Carré Rose, c'est quoi ça? Bon, le Carré Rose, en 2013, on a eu une vague d'agressions homophobes dans le village. Oui. Alors, soudainement, un phénomène qui avait disparu depuis des années est réapparu, une gang d'hétéros qui partent de la rue Saint-Laurent, puis qui s'en viennent dans le village pour le fun, puis qu'il faut choisir au hasard un gay sur la rue, puis il pète la gueule. Comme ils disent en France, casser du PD. C'est ça. Ouais. Alors, et là, c'était l'enfer. Puis ça n'arrêtait plus. Il y en avait à toutes les fins de semaine. Il y a plein de gars qu'on connaît bien. Daniel Vaudrin, Jean-Sébastien Boudreau, Alain Jakinski. C'est tous des gars qui sont super connus dans la communauté. Bang, 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 un après l'autre. Des grosses agressions débiles. C'est des gars... Daniel Vaudrin, c'est un 6 pieds 2, là. Ouais. C'est pas... Alors j'ai fait, bon, ben là... Et puis il n'y a personne qui faisait rien. Ça
ça continuait. Alors, je me suis dit, comment qu'on pourrait arrêter cette vague d'homophobie-là? Et à cette époque-là, Facebook était encore en essor. Ouais. Alors, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais pour que les élus m'écoutent, pour réunir, pour obliger les élus, la police, la SDC, tout le monde à travailler ensemble? J'ai créé la page Facebook Collectif Carré Rose. Et en l'espace de 3-4 jours, on était rendu à 4-5 000 personnes qui nous suivaient déjà. J'avais au-delà de 10 000 personnes qui vous suivent, là? On a passé 15 000 maintenant. 15 000. Dans 45 pays. Ouais. Oui, et ça a vraiment fonctionné. À l'intérieur de 24 heures, je ne le connaissais pas, Vincent Richer, qui était le commandant du poste de quartier 22 à l'époque, m'a appelé sur mon cellulaire directement et dit comment qu'on peut travailler ensemble. J'étais complètement épaté. Quel changement! Alors que moi, j'ai vécu des policiers qui faisaient des descentes dans des barguets. Depuis là, d'un coup sec, je fonde une page LGBT. Puis en l'espace de 24 heures, le commandant du poste de quartier m'appelle puis me demande, m'offre que j'aimerais ça te rencontrer, comment qu'on travaille ensemble pour améliorer les choses. J'étais complètement épaté. Et vraiment, ça a très, très bien fonctionné. On a fait un plan avec lui, la SDC, Denis Coderre, qui venait de rentrer au pouvoir dans ce temps-là, puis qui voulait bien paraître. Oui. Alors, puis il y a plein de choses qui ont été faites. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que ça prendrait tout le temps qu'on a. Mais on est passé de 30 agressions à 3 agressions l'année suivante, homophobes. Donc, c'est sûr qu'il y a des agressions qui n'étaient pas homophobes. Oui. Mais nous, là, c'était des hommes gays qui se faisaient attaquer et qui nous révélaient qu'ils avaient été traités de tapettes. Et c'était vraiment des agressions homophobes. Alors, passer de 30 à 3... avec du jus de bras, le Carré Rose avait 0 budget. Là. J'avais 9 bénévoles, dont un avocat qui offrait du support légal aux victimes. Donc, vraiment, juste avec la bonne volonté, moi, j'ai trouvé ça fantastique. On est passé de 30 agressions à 3 agressions l'année suivante. Et ce qui démontre aussi, parce qu'il y a quand même une relation assez problématique entre la police et les communautés queer, puis ça date d'il y a longtemps, mais c'est quand même intéressant de voir qu'il y a eu un revirement de situation. Oui, là, maintenant, il y a de la communication entre la SDC et le poste de quartier. Moi, je suis encore invité à ce jour. Là, ça fait 12 ans que le Carré Rose existe. On m'invite encore au poste de quartier 22 à des réunions sur la vie de quartier. Donc, il y a vraiment des liens qui ont été tissés depuis. Et c'est pas parfait. Ça veut pas dire qu'il n'y aura plus jamais de descente nulle part, mais c'est une immense amélioration par rapport à 1989. Alors, toujours des gens qui travaillent dans l'ombre qui font avancer ces choses-là. Je vais reprendre ce qu'ils me disent quand on a préparé cette rencontre. Militants de l'ombre, non, des coulisses. Et on a donc parlé de la situation, on a sauté quelques années, on a parlé de la situation, donc, de la violence dans le village, parce que ça s'est perpétué même après qu'il y a eu des changements. Mais je vais retourner en arrière. Donc, tu as travaillé dans 2 clubs gays très connus, 2 bars gays très connus, d'énormes bars. C'était l'apothéose du village. Tu as connu donc le village et à une époque où c'était pas toujours facile non plus. Quand tu regardes ça, quel constat tu fais sur c'est quoi d'être une personne gay, homosexuelle, surtout dans ces années-là. Puis je pense que les gens ne connaissent pas ces années-là qu'on a eues, là. On a été très, très, très privilégiés de connaître les années 90 dans le village gay de Montréal. Oui. C'était un des meilleurs endroits au monde à cette époque-là. C'était hallucinant. Là. Il y avait peut-être une quinzaine de bars qui marchaient 4-5 soirs par semaine, tous. Il y avait de l'action. Il y avait de l'action. Ouais. Le village était un vrai village. Ouais. Moi, je me souviens que je prenais des marches avec mon chum, puis il n'aimait pas ça, parce que une marche qui devait prendre 20 minutes finissait par prendre 2 heures, parce qu'à toutes les 50 pieds, je rencontrais un groupe de personnes, puis là, on se mettait à jaser d'ici puis ça, puis 50 pieds plus loin, c'était d'autres choses, puis c'était un vrai village. Tout le monde se connaissait. C'était très, très convivial. Moi, par mes fonctions, là, à ce moment-là, j'étais gérant du Unity. Oui. Tu sais, au Unity, on faisait 3000 entrées
les samedis d'été. Wow. À tous les samedis, il y avait un line-up jusqu'à 2h45 et même un cover charge jusqu'à 2h40. Les gens étaient encore prêts à payer un cover charge pour rentrer à 2h45 au Unity. Pour avoir 15 minutes? Oui, pour 45 minutes parce qu'on fermait à 3h30. OK. Bon, ça aurait plus d'alcool après 3 heures. Oui, c'est ça. Wow. Alors, c'était tout un happening. C'est presque indescriptible. Il faut l'avoir vécu. Je plains les jeunes. Tu sais, bon, les gens disent maintenant, on n'a plus vraiment besoin du village. Mais les gens qui disent ça, je pense qu'ils ne l'ont pas vraiment connu. Et c'était un lieu de rencontre. C'est ça qui nous manque et que les applications ne remplaceront jamais. Un lieu de rencontre où tu rencontrais des humains, où tu n'étais pas juste une photo sur une application. Tout à fait. Et j'avoue que même encore cette année, parce que, bon, c'est un peu plus mort l'hiver, mais pendant l'été, la rue est fermée et il y a du monde dans le village. C'est toujours encore un lieu de rassemblement. Oui, c'est sûr. On le voit surtout, moi je trouve qu'on a la même ambiance un peu pendant la semaine de Fierté Montréal. Oui. C'est là qu'on voit plus comment on reconnaît l'ancien village. C'est là où les restaurants sont pleins, les bars, mais ça là, on avait ça à toutes les semaines, toute l'année tous avant. Les week-ends, oui. Maintenant, là, cette effervescence-là et cette excitation-là qu'il y a dans l'air, on l'avait tout le temps. Maintenant, on l'a la semaine de Fierté Montréal. Oui. Alors, je vais t'amener là. En 2006, tu as travaillé aux Out Games. Oui. Ça, c'est quoi les Out Games? Bon, les Out Games, on devait avoir les Gay Games à Montréal et il y a eu, au niveau du plan d'affaires, il y a eu comment je pourrais dire? Les boucliers se sont levés. Montréal Montréal est reconnu pour être mieux organisé que tout le monde sur la planète pour les festivals. Oui. Et ça se rentrait en place. Dans l'organisation des Out Games, au niveau du budget, on allait avoir un budget qui était 10 fois plus gros que n'importe quel Gay Games avait jamais eu. Et là, c'est sûr que ça devenait intéressant là, pour les jeux gays de vouloir se mettre les mains là-dedans un peu puis de vouloir contrôler tout. Et le conseil d'administration avec Louise Roy, à l'époque, a décidé, bon, non, nous, on veut avoir 11 000 athlètes, on veut être un gros événement. Alors, ils ont décidé de fonder les Out Games. Et c'est comme ça que les Out Games sont nés. Et malheureusement, là, ça n'existe plus aujourd'hui, mais il y a eu seulement 3 éditions. Et ça a marché, les Out Games? Ça a marché, contrairement à ce que les médias disaient, bon, ça avait fait faillite, etc. Mais, il y a eu des problèmes financiers, ça, c'est clair. En partant, toutes les Gay Games ont fait faillite. Ben oui. Tous les événements sportifs perdent de l'argent. Donc, là, parce que qu'il y avait eu beaucoup d'argent investi dans un événement gay, dans la presse écrite hétéro, on s'en est donné à cœur joie à dire que c'était de la merde. Mais, il y a eu des retombées économiques. Il y a plein de monde qui sont Il y a eu beaucoup de retombées économiques. Il y a eu la conférence, c'était à l'ONU, ils ont eu... c'était quoi, donc? Je me souviens pas. C'est pas à ce moment-là qu'il y a eu une demande à l'ONU pour reconnaître la journée internationale de exactement. Contre l'homophobie et la transphobie le 17 mai. Oui, exactement. Alors, la Déclaration de Montréal. La Déclaration de Montréal, voilà. Oui. Et donc, ça a été très, très positif. Moi, ça m'a permis de, premièrement, voyager beaucoup aux États-Unis. J'ai été chanceux. Moi, j'ai eu des belles positions dans cette organisation-là. Quand j'étais directeur général de la Chambre de commerce gay du Québec. Oui. Et on est vraiment venu me chercher pour embarquer sur l'équipe de marketing. Et là, on m'offrait de voyager partout aux États-Unis pour faire... je suis une personne qui est très outgoing. Alors, pour faire la promotion auprès des athlètes américains de l'événement pour que les athlètes s'inscrivent et viennent à Montréal en 2006. Oui. Alors, c'était super génial. On était à une fin de semaine sur 2, on était aux États-Unis en voyage à promouvoir Montréal. Moi, ça a été au niveau d'un job payé, là, ça a été ma job préférée à vie. Là. C'était génial. Alors, malgré tout ce qu'on a dit, oui, il y a eu des pertes financières, là, c'est clair, là, c'est démontré, mais malgré tout ce qu'on a dit, il y a quand même eu des retombées. Comme j'ai dit, il y a eu des retombées pour les hôtels, les commerçants, les restaurants. Et il y a eu la retombée de la Déclaration de Montréal qui est allée à l'ONU et qui a changé les choses. Oui, absolument. Et là, c'est sûr que suite à ça, je savais pas trop... pendant un an, là, j'étais en réflexion, je savais plus trop quoi faire. Qu'est-ce que tu fais après une grosse job comme ça? T'sais? Puis à la fin, j'étais en charge de booker tous les artistes des cérémonies d'ouverture et de fermeture. C'était une job complètement géniale. Là. Fait que ça m'a pris un an à m'en remettre un peu. C'est difficile, hein, après avoir été sur une grosse vague comme ça, de retomber sur Terre. Fait que t'as passé une autre vague. Oui, je suis parti
j'étais dans le bureau avec Bernard Plante de la SDC. La SDC, c'était le développement commercial du village. C'est ça. Oui. Et Bernard Plante était le directeur général à l'époque, qui a fait un excellent travail avec Denis Brossard. Donc, Bernard apprend avant tout le monde que Diversité va annuler dorénavant, fait une conférence de presse et annonce qu'il n'y aura plus de défilé de la fierté gay à Montréal, il va y avoir juste le festival. Et moi, quand j'ai appris ça, je suis tombé en bas de ma chaise. Parce que la fierté, je suis désolé, mais ça prend un défilé. C'est la marche des fiertés partout dans le monde. Alors, moi, j'ai dit, Bernard Plante, il dit, toi, tu as de l'expérience, tu as travaillé en événementiel. Moi, j'avais travaillé sur beaucoup de black and blue, des ballons blancs. J'ai travaillé sur tous les gros événements gays, à part les bars, même les événements gays, j'ai travaillé sur tout ce qui existe. Alors, parce que c'était important pour moi de toujours m'impliquer là, partout. Alors, il m'a dit, est-ce que tu penses que tu pourrais sauver ça? On était à 8 semaines de la date du défilé. Mm-hmm. Alors, en 8 semaines, c'était vraiment se mettre la tête sur le bio, là, il fallait trouver 150 000 $. Il fallait trouver, parce que c'est ça que ça coûtait produire le défilé seulement. Il fallait trouver toute l'équipe, qui serait directeur général, il fallait tout faire. Alors, j'ai appelé mes bons amis Robert Vézina, qui avait organisé le Black and Blue. Donc, ça me prenait des gens qui avaient beaucoup d'expérience. Et Éric Pinault, avec qui j'avais travaillé à Montréal 2006. On voyageait ensemble. On avait beaucoup travaillé. On avait beaucoup travaillé ensemble. Et j'ai dit, est-ce que nous trois, on est assez solides pour livrer aussi rapidement un défilé cette année? Et on a décidé de prendre la chance de le faire. Alors, Bernard Plante, à l'époque, lui, espérait que je deviendrais le directeur général. Mais moi, j'étais bon pour trouver de l'argent. J'étais meilleur que les autres. Alors, je savais que je ne pouvais pas être sur la route en train de trouver 150 000 $ à coût de 5 000 puis 10 000. Il fallait frapper à beaucoup de portes. Il y en a beaucoup qui disaient oui, mais il y en avait beaucoup qui disaient non. Je ne pouvais pas faire ça puis être directeur général en même temps. Alors, j'ai laissé la direction générale à Éric. Et je me suis concentré, et c'est un gros sacrifice que j'ai fait. Et ça, c'est la première fois que j'en parle. Oui. C'était une belle job de devenir directeur général de Fierté Montréal. Là. Ben oui. Une belle job que j'aurais voulu. Mais c'est une belle job à l'époque, ça, c'était un peu plus difficile maintenant, on y reviendra. Oui, dans ce temps-là, c'était plus facile que ça l'est maintenant. Oui. Mais bref, c'était vraiment une très, très belle job qui donnait un rayonnement hallucinant. Et j'ai décidé de faire ce sacrifice là parce que je me suis dit, si je suis pas en train de trouver l'argent, si l'argent était le nerf de la guerre. Oui. Si on ne l'avait pas, le 150 000, on ne pouvait pas le faire, le défilé. Alors, j'ai décidé de faire passer la cause avant mon bénéfice personnel ou ce que je voulais vraiment, parce que je la voulais, cette job-là, dans le fond. T'sais. Ah oui, parce que j'ai toujours l'impression que tu étais le gars qui préférait être dans l'ombre. Alors là, celle-là, je l'aurais pris. Tu l'aurais pris. Celle-là, je l'aurais pris, mais j'étais conscient que si je faisais ça, le directeur général, il fallait qu'il engage le staff, il fallait qu'il fonde la compagnie, c'était l'enfer, ouvrir le compte de banque, ça consommait tellement de temps que j'aurais pas pu être dans le village à aller demander à Michel Gadouri, puis à Peter Sergakis, puis à tout le monde. On parle de propriétaire de bar, oui. Je suis allé voir Michel Gadouri, puis il dit, dis-moi pas que ça va me coûter 10 000 $. Je dis, oui, je te dis que ça coûte 10 000 $, puis t'es le premier que je viens de voir, puis si tu me dis non, j'arrête ça tout de suite. Parce que j'ai besoin de ta crédibilité pour aller voir Sergakis après, puis dire que toi, t'as donné 10 000, fait qu'il faut qu'il donne 10 000 lui tout. Parce qu'en 8 semaines, il n'y avait pas de niaisage, j'avais pas le temps de refaire le village 4 fois. Là. Non, il fallait que ça dise oui tout de suite. Il fallait que ça marche. Donc, tu as cofondé Fierté Montréal. Et ce qui est important de souligner, c'était de sauver le défilé de la fierté. Pourquoi c'est important de garder ce défilé? Parce que c'est notre on est encore, tu sais, il y a des gens qui disent, comment ça qu'il n'y a pas de défilé de la fierté straight? Parce qu'il n'y a pas de straight qui se font tuer parce qu'ils sont straight. Mm-hmm. Et c'est encore illégal dans plusieurs pays, peine de mort, emprisonnement, électrochoc, thérapie de conversion. Le taux de suicide dans la communauté gay est beaucoup plus élevé. Et ça l'est encore ici au Québec. Elle l'est encore ici au Québec. Dans la communauté trans, c'est encore pire. Oui. Le défilé de la fierté gay est nécessaire. Il est encore nécessaire aujourd'hui, mais il va encore l'être malheureusement pour plusieurs années.
Et c'était impensable qu'une ville, un mec gay comme Montréal ait pas un défilé de la fierté gay. J'étais prêt à tout sacrifier pour qu'on ait un défilé cet été-là. Puis moi, je vais ajouter, parce que ce défilé-là prend racine dans les émeutes de Stonewall en 1969. Et c'est là que les communautés queer de New York ont dit c'est assez. Et l'année suivante, ils sont allés marcher dans la rue cette année-là, mais l'année suivante, c'était plus organisé. Et c'est là que ça a commencé. Ouais. Puis c'est une grande part de l'histoire, de notre histoire. Et on l'a un peu vécu. On en a un Stonewall à Montréal. Oui, c'est vraiment le Sex Garage. Avant le Sex Garage, là, il y a eu une couple de fierté gay. Il y a eu le Trox aussi qui était... Oui, mais qui n'a pas eu le même effet au niveau de la fierté. Non. La fierté, là, au moment du Sex Garage, ça faisait 1 an ou 2 qu'il y avait, je crois, dans le parc La Fontaine, 300 personnes. Oui. Et après le Sex Garage, c'est monté à des milliers de personnes d'un coup. Oui. Alors, on a eu un peu notre Stonewall avec le Sex Garage à Montréal. C'est là que, vraiment, à ce moment-là, que les gens ont commencé à dire, oui, on va aller marcher dans la rue pour défendre nos droits. Tu es aujourd'hui courtier immobilier. Je fais un grand saut parce que c'est tellement... Quand on entend tout ton militantisme et on s'entend que le job de courtier immobilier, c'est un job de... Comment je pourrais dire? Un peu straight, avec le S minuscule. Comment t'expliques ça? Ça dépend comment tu le fais. Ouais. Alors, c'est drôle parce que je me souviens au début, là, dans mes premières années, quand j'étais dans la communauté gay, ma mère s'inquiétait que ça se pouvait que ça ait un effet sur ma réussite dans la vie. Le fait qu'elle avait peur que les préjugés fassent que je réussisse moins bien. Ben moi, je suis la preuve vivante que c'est le contraire. Ça dépend beaucoup comment sous quel angle tu vas te placer. Moi, au contraire, j'ai eu plus de succès dans la vie parce que je suis dans la communauté gay à Montréal. La communauté gay à Montréal me fait vivre depuis quand je travaillais dans les bars. Maintenant, je suis courtier. Ma clientèle est presque 100% gay. Mes clients, c'est Mado Lamotte. C'est des gens comme ça. Tu sais, je suis chanceux. J'ai vraiment... bénéficier du fait que je suis dans un plus petit réseau. Oui. Moi, je suis devenu courtier immobilier. Dans la moyenne au Québec de vente pour un nouveau courtier, c'est 3. Et moi, dans ma première année, j'avais 23 ventes. 23? Alors, c'est pour montrer à quel point la communauté gay peut t'aider plus que te nuire. Ouais. Et j'ai décidé de devenir courtier parce que, tu sais, j'avais travaillé au Unity, je voyais 3000 personnes tous les samedis. Tout le monde, j'étais quelqu'un qui était très out there. Ouais. Fait que les gens me voyaient, là. Les gens savaient c'était qui le gérant du Unity. Alors, je suis quelqu'un qui est très outgoing, puis je connaissais beaucoup de monde, j'ai beaucoup d'entre-gens. Alors, je savais que dès que les gens savaient que je ferais... Parce que j'avais plus le goût, là, les bars, même les organismes gays, tu sais, on dirait que j'avais fait ce que j'avais à faire. Ouais. Et là, j'avais besoin d'une job pour payer les comptes. Parce que, dans le fond, moi, quand les gens me demandent qu'est-ce que tu fais dans la vie, ma première réponse, c'est je suis militant. Mm-hmm. Puis, je suis courtier. Ça, c'est pour payer les comptes. mais malgré le fait que j'ai été courtier, vraiment, ma clientèle est presque 100% la communauté gay. Et tu as finalement dit à ta mère que tu étais gay. Oui. Comment elle a pris ça? Comment ça s'est passé? Ça s'est passé dans un drôle de contexte. J'avais un colocataire qui est en peine d'amour, qui s'est suicidé, s'est pendu dans mon appartement. Ouch! Et ça a été extrêmement difficile à gérer. Je fais juste commencer depuis quelques années à être capable d'en parler sans devenir trop émotif. Et à cette époque-là, ma mère a vu que, wow, je vivais quelque chose de très, très, très difficile. Et c'est à cette époque-là là, que j'ai fait mon coming out à ma mère, où on dirait que j'avais trop de peine pour avoir encore la force de lui cacher ce que je vivais. Alors, Et comment elle a pris ça? Assez bien à ce moment-là. Je pense qu'elle a plus souffert les 5 ans où j'étais dans la communauté gay puis que je le cachais. Oui. Elle s'en doutait, dans le fond. Et ça, je pense c'est plus ça qu'elle a trouvé difficile qu'une fois que qu'elle a vraiment su, elle l'a assumé plus facilement, je pense. Je t'ai jamais posé la question, mais ton père?
Oh, mon père, au contraire, mon père, c'est un homme de la construction. Hein. Ouais. Et moi, je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus difficile avec mon père. Puis, mon père, c'était comme du bord d'en... C'est presque comme s'il l'avait tout le temps su. J'ai jamais senti rien du tout. Wow. J'ai senti beaucoup plus de difficultés de la part de ma mère. Et statistiquement, c'est prouvé, c'est les mères qui ont le plus de difficultés. Ah ben. Oui, c'est Laura McKitchen qui m'avait... il y a un livre que je crois que c'est... Est-ce que c'est toi qui es l'auteur, Mort ou Fif? Non, ça, c'est Michel Doré. OK. Ouais. Et vraiment, les mères ont plus de difficultés que les papas en général. Ah ben, ça n'a pas été mon expérience. Mais bon, on en apprend. Mais tu as été en couple pendant 20 ans avec un homme violent. Qu'est-ce que tu peux nous raconter là-dessus? Bon, ce que je peux raconter là-dessus... La violence s'installe lentement. Et ça, j'en parle avec beaucoup, beaucoup d'humilité. Et j'en parle surtout pour aider, ne serait-ce qu'un auditeur qui vit cette situation-là présentement. Si ça peut l'aider, tant mieux. Parce que c'est quelque chose qui détruit beaucoup. Et qui prend beaucoup d'années à reconstruire par la suite. Moi, ça fait 2 ans, plus que 2 ans maintenant que cette relation est terminée. Et je ne sais pas combien d'années ça va prendre, mais je suis encore en reconstruction. Alors, moi, il était pervers narcissique. Mm-hmm. Donc, ça, je l'ai su récemment, là, il y a 2 ans, quand j'ai entrepris des thérapies. Et il a vraiment été diagnostiqué comme pervers narcissique et, par un thérapeute de couple. Et le thérapeute m'a dit, quand il est arrivé à moi tout seul, il faut absolument que tu le laisses, t'es plus en danger que tu penses. Et bon, toute cette violence-là commençait à s'installer après, lentement dans les premières années, mais c'était plus des agressions verbales. Et là, au bout d'environ 5 ans, il y a un problème d'alcool qui est arrivé. Et là, à partir du problème d'alcool, les agressions verbales se sont beaucoup empirées. Alors là, c'était hallucinant. Je me fais traiter de noms que je répéterai même pas ici. Là. C'était terrible, tout ce que j'étais la pire personne de la planète quand il était sous. Et ça, c'est là que je veux... il est là le red flag. Quand que ça devient comme ça, ce qui va suivre par la suite, c'est les coups. Et quand les coups vont commencer, les coups vont toujours finir par s'empirer. Alors, et ça, ben, quand tu l'as jamais vécu, puis tu le sais pas trop, puis tu es une personne qui moi, tu sais, quand je m'investis dans quelque chose, à tous les niveaux, que ce soit en amour ou en affaires, ou je me rends au bout. Tu sais, je suis pas quelqu'un qui abandonne facilement. Alors, je pardonnais, je me disais, bon, il était sous quand c'est arrivé. Et là, ben finalement, ça a laissé la place à des agressions physiques de plus en plus violentes, jusqu'à ce que je finisse là avec un bras cassé à l'hôpital. Et c'est là que malheureusement, là, pendant des années, je me suis dit, bon, si un jour je me ramasse à l'hôpital, tu sais, il y a eu plusieurs appels au 911 avant ça. Il m'a déjà lancé un couteau de 10 pouces. Tu sais, c'était vraiment l'enfer, là. J'aurais dû le laisser 10 ans auparavant. Mais en espérant toujours que ça reviendrait comme au début, tu sais, qui est en thérapie, qui arrêtait de boire, et vraiment, aujourd'hui, avec le recul, je vois bien que c'était sans espoir, là. Tu sais, vraiment, les 10 dernières années, j'aurais dû faire le move bien avant, là. Allons-y avec bienveillance, mais je vais te poser la question. Beaucoup de gens se disent, mais pourquoi t'es pas parti avant? Et surtout que moi, j'étais dans... Sans jugement, là. Oui, absolument. Et surtout que j'étais dans un contexte où c'était un conjoint qui était complètement à mon crochet, où c'est moi qui payais tout. Il travaillait pas, il était à la maison, il disait qu'il était un homemaker, mais il faisait absolument rien. Et c'est moi-même, c'est maintenant, là, en lisant sur les pervers narcissiques te détruisent à petit feu et te rendent très, très, très insécure, que tu mérites pas mieux. Et ça s'installe lentement avec les années.
et tu t'en aperçois pas. Et en thérapie, j'ai vraiment réalisé que vraiment, c'est le symptôme de la grenouille. Tu sais, on dit on met une grenouille dans l'eau et on monte l'eau lentement jusqu'à 100 degrés, la grenouille va mourir dans l'eau. La même grenouille, si tu la mets dans l'eau bouillante, elle va sauter en dehors de l'eau. Alors, c'est exactement ce syndrome-là. Comme ça s'installe lentement, ça devient petit peu par petit peu, ça devient normal. Tu t'habitues à cette nouvelle... et là, la violence augmente un petit peu. Et ça finit par être que tu te fais pousser par terre puis que tu te casses le bras. Il y a des gens qui en meurent de ça. Oui, oui. Ah, et je suis convaincu maintenant que si j'étais... Le thérapeute avait raison. Si j'étais resté dans cette situation, j'étais en danger de mort. Il y avait aussi la réponse, moi je trouve, qui était tu l'aimais. Oui. C'est ça la question, quand on dit pourquoi tu es resté, c'est parce que tu l'aimais. Oui. Et c'est que j'étais encore en amour avec la personne qui l'avait déjà été. Alors, donc, dans les premières... qu'il retourne là. C'est ça. Oui. Donc, je l'avais idéalisé et je me convainquais qu'il était un monstre juste quand il était sous. Et à un moment donné, mon médecin m'a dit, c'est le syndrome de la femme battue, là. Il faut que tu sortes de là, là. Tu sais, c'est vraiment... c'est pas un homme différent. J'avais fait l'erreur de séparer l'homme à jeun de l'homme sous, alors que c'était le même homme. Tu as trouvé de l'aide? Parce que c'est pas évident pour un homme qui subit de la violence de trouver de l'aide parce que les services sont plus... Et c'est normal parce qu'il y a plus de violence envers les femmes qu'envers envers les hommes. Il y a des hommes qui sont là. Tu as trouvé de l'aide où? J'ai fait à Réseau. En fait, Réseau qui est un organisme de santé pour les hommes. Oui, c'est ça. Les premiers appels que j'ai faits, en fait, c'était parce que la dernière fois que j'ai appelé 911 et que la police s'est rendue chez moi, il y a une policière qui m'a dit « Tu devrais appeler SOS Violence Conjugale ». Et ça m'avait jamais passé par la tête qu'il pouvait aider un gay. J'avais l'impression que c'était juste pour les hétéros. Alors, j'ai commencé par les appeler et j'ai eu du support, mais je me sentais pas... et c'est pas eux qui me faisaient sentir comme ça, mais j'avais l'impression que j'étais pas au bon endroit. Et là, j'ai réalisé que Réseau offrait du support et je les ai contactés et immédiatement, là, on m'a assigné un thérapeute là, qui m'a suivi pendant 1 an, toutes les semaines, gratuitement. Wow. Et vraiment, ça a fait... Là, à partir de la première rencontre avec lui, j'ai laissé tomber toutes les autres. J'ai parlé à 4 thérapeutes en tout, au début. Et j'ai continué avec lui pendant 1 an, jusqu'à ce que je lui dise, bon, ben là, je pense que je suis capable de voler de mes propres ailes. Là, je pense que je suis sorti du ravin. Mais je t'avoue là, que j'avais complètement perdu espoir d'être heureux encore à nouveau dans cette vie présente. J'étais convaincu que je suis bon pour faire semblant, puis je suis quelqu'un qui a tout le temps le sourire. J'étais convaincu que j'allais être hypocrite pour le reste de ma vie, puis faire semblant que je serais heureux. Mais il est arrivé un mais? Oui, et cette thérapie-là était vraiment nécessaire. Oui. Et depuis, je me reconstruis encore, mais contre toute attente, j'ai rencontré quelqu'un là, en avril passé. Et sincèrement, une personne complètement géniale, autonome, plus intelligent que la moyenne. J'ai vraiment trouvé la perle rare. Je viens de passer la plus belle année de ma vie. J'ai jamais été aussi heureux de ma vie. On est content d'entendre ça. Ouais. Ah, c'est merveilleux, ça. Puis là, maintenant, tu continues de t'impliquer au Carré Rose. Oui, je suis à Réseau aussi. À Réseau aussi. Alors, j'ai décidé il y a un poste qui s'est ouvert sur le comité, sur un des comités, le comité d'engagement communautaire. Et j'ai décidé d'appliquer parce que je sentais qu'il fallait que je redonne un peu à Réseau. Ils m'ont tellement fait du bien. C'est un organisme complètement génial qui fait beaucoup, beaucoup de bien à la communauté avec très peu. Et je me suis dit, bon, ben si je peux rendre service à cette
cet organisme-là qui m'a tellement aidé, ben tant mieux. Alors, je continue à m'appliquer. Là. Le carré rose, ça me prend encore, là, après 12 ans, là, je passe jamais en bas de 2 heures par jour pour la page du carré rose. Parce que je le dis, tu republies à peu près tout ce que c'est que je publie sur l'émission, là, où l'arc-en-ciel se lève et affirmation. Et ça je suis au Mexique en vacances, je m'en occupe pareil. Je suis à Noël, au jour de l'an, à ma fête. Tu sais, c'est extrêmement rare qu'il y ait une journée qui se passe sans que je passe une couple d'heures au moins. Ça peut aller jusqu'à 5 heures parfois. Wow. Alors là, je vais te demander rapidement, parce que, tu sais, on a parlé que les choses se sont améliorées, mais là, les choses semblent moins aller bien. La montée de l'extrême droite, la haine, le populisme. Comment tu vois ça? Ben, je vois ça me désole beaucoup. Ça me désole beaucoup ici au Québec de voir un Duhem qui... Éric Duhem, le chef du Parti conservateur. Qui a décidé d'être un micro, puis de anti-drague, anti-trans, anti-tout. Et qui est lui-même un homme gay. Lui-même un homme gay. Et suite à ses propos, là, il y a dans la dernière année ou 2 ans, il y a une grosse... On a eu plusieurs dirigeants d'organismes gays comme moi, ont reçu des menaces de mort. Tu sais, c'est grave, là. C'est grave de laisser... de devenir le micro de l'extrême droite. Ah, Louis-Alain Robitaille, merci beaucoup d'avoir passé du temps avec nous aujourd'hui. Tout le plaisir est pour moi. Alors, je m'appelle Denis Martin-Chabot. Je suis l'animateur, le réalisateur et le recherchiste de cette émission. Je voudrais remercier aussi Mathieu Tessier qui fait la mise en onde et qui s'occupe aussi des caméras parce qu'on est diffusé sur YouTube. Merci beaucoup. Plaisir.